tournait autour du contexte historique donc de la TVA. Et là, pour démontrer que c'est depuis 1954. Rafraîchir la mémoire, Oui. Grosso modo, je peux dire que c'est la Première Guerre mondiale, à la suite de la Première Guerre mondiale, que les pays impliqués se sont retrouvés devant le défi de la reconstruction de leur pays. Et que la reconstruction de leur pays nécessitait des moyens conséquents, colossaux. C'était le cas de l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, et j'en passe. Et c'est comme ça que tous ces pays ont dû faire recours à la fiscalité comme un des instruments de gestion, un des instruments de développement de pays. Ils ont que les impôts classiques en vigueur à ce moment-là n'étaient pas producteurs et donc ne pouvaient pas leur permettre de reconstruire leur pays. Et c'est comme ça que les spécialistes de leur pays respectifs, n'est-ce pas, ils ont trouvé qu'il fallait entreprendre des réformes dans le domaine des impôts indirects. Et c'est de là maintenant qu'on mettra sur pied, mise en place, un dispositif dans le domaine. Et donc ils ont créé des taxes générales sur les affaires. Okay. Et les taxes spéciales sur la production. Et là, nous avons dit que toutes ces taxes-là n'ont pas pu donner les résultats escomptés. Et donc, il y a eu ce problème donc de la crise à la suite de la Première Guerre mondiale. Et en 1950, nous avons dit qu'il y a eu une autre crise qui s'était encore déclarée et que, alors qu'aux États-Unis, il y avait la prospérité et la productivité des entreprises. Alors c'est comme ça qu'ils avaient réformé le dispositif fiscal et qu'ils ont amélioré et qui a abouti à la création donc de la TVA en 1954. Oui, là nous sommes en France. Hein. En France. Oui. Alors, qu'est-ce qui était recherché? Il y avait deux choses. Dans la recherche de l'amélioration du dispositif fiscal. Deux choses. Il fallait que les pays aient des moyens substantiels à la hauteur de la crise que secouait ces pays. Donc il fallait trouver un impôt producteur, un impôt qui pouvait produire plus que les autres impôts classiques en place. Et en même temps, donc deuxièmement, il fallait un impôt qui pouvait, comment dirais-je, récapitaliser les entreprises. C'est-à-dire donner un coup de pouce à la productivité des entreprises. Donc un impôt qui ne pouvait pas être une charge pour les entreprises. Merci. Voilà. Donc il y avait l'équilibre des deux éléments. Merci de parler donc, de la recherche d'un impôt rentable, à forte rentabilité, et la productivité des entreprises grâce justement à l'absence de rémanence des impôts. Et on va atterrir à la TVA. Nous rappelons que vous êtes ancien directeur général ad intérim de la DGI. Vous étiez dans le projet de l'établissement, de l'élaboration même de la TVA. Et vous en parlez avec beaucoup d'aisance, c'est bien. Mais aujourd'hui, l'applicabilité de la TVA en RDC est réellement mise en place. Mais quelles sont les opportunités d'affaires qu'offre cette taxe, Monsieur Florentin Manguenda? Effectivement, vous avez raison de poser cette question-là. Ce qu'il faut retenir comparativement à ce qui s'est passé sous d'autres cieux, donc en période de crise, nous avons également ici, dans notre pays, connu des périodes de crise. Et nous pouvons faire un recul arrière. Nous avons les pillages. Il y a eu des pillages en 1973. Et on en connaît les conséquences. Il y a eu, avant ça, les mesures de la zaïrianisation. Oui. Nous en connaissons les conséquences. Les entreprises étaient devenues des forêts, le tissu économique inexistant, les plantations de café et du thé abandonnées, à tort ou à raison, à cause de l'expérience des bénéficiaires des mesures
désaérialisation à l'époque. Ajoutez à cela la guerre que nous avons connue dans notre pays, les foyers de tension que nous avons connus dans notre pays, et le pays était même divisé. Et donc, avec toutes les conséquences que cela devait entraîner, les stigmates de cette guerre-là sont encore là. Des infrastructures de base détruites, le tissu économique inexistant. Et nous savons que pendant une période donnée, il y a eu même la planche à billets qui avait tourné parce qu'il n'y avait pas de moyens. Les moyens que pouvaient produire les impôts étaient inexistants. On a même connu des zones monétaires. Par rapport, des zones monétaires voilà, à la capitale. Effectivement, par rapport aux impératifs budgétaires, par rapport aux nécessités économiques et sociales, les moyens attendus donc, de l'administration fiscale, de la fiscalité, comme un des instruments de gestion ailleurs, ces moyens-là n'ont pas existé. Et cela malgré les réformes qui ont été entreprises en 1997, et qui ont abouti à la création de la Direction générale de contribution. Et ces réformes, pouvons-nous le dire, n'ont pas été efficaces. Et les résultats attendus n'étaient pas du tout obtenus. Et donc la crise a perduré au point que l'État, à l'époque, était obligé d'utiliser la planche à billets. Avec tout ce que nous avons connu comme conséquence, le taux de l'inflation, sans commune mesure, la montée des prix, la hausse des prix. Vous démontrez les crises. Et alors, j'y arrive. Oui, j'y arrive. Alors, maintenant, tout cela accentué par la rupture de la coopération bilatérale et multilatérale. Il faudra attendre, n'est-ce pas, 2001, l'avènement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour maintenant replacer notre pays sur l'échiquier international, avec la reprise de la coopération. C'est à partir de là que le chef de l'État, dans sa vision, il prend un engagement. Le premier engagement consistait à pacifier le pays. Parce qu'il n'y a pas de fiscalité à exercer dans un pays qui n'est pas pacifié. Et ce qui a été fait. Il prend l'engagement d'instaurer la démocratie. Ce qui a été fait en 2006. Et maintenant, il y a un autre aspect. Toujours dans la vision du chef de l'État. Dans un pays détruit, il élabore, il met en place un programme à la hauteur du défi à relever. Ce programme est incarné par les 5 chantiers. Je dis c'est le programme du gouvernement. La révolution de la modernité. Alors, maintenant, ce programme nécessite des moyens qu'il lui faut, des moyens importants pour continuer l'exécution de ce programme. Il a même dit que la vision finale, c'est de placer le pays sur l'orbite des pays émergents. Alors, comme en France, comme au Brésil, un pays avec les mêmes opportunités que notre pays, où il y a eu une crise, avec une dette incommensurable. On se demandait comment ce pays allait s'en sortir. Mais ce pays a entrepris des réformes, y compris les réformes de la fiscalité de 1967. Oui. Et aujourd'hui, il est classé parmi les pays émergents. Donc, il y a cet équilibre, la rentabilité de l'impôt. La TVA est d'application au Brésil, instaurée depuis 1967. Et ces réformes ont porté leurs fruits. Il y a la productivité des entreprises, aujourd'hui, au Brésil. C'est tout cela, la rentabilité de l'impôt, à fort rendement, et qui donne à l'État des moyens, l'État qui lui permet d'exécuter son programme d'action, d'intérêt collectif. En même temps, cette rentabilité soutenue par la compétitivité des entreprises. Cette compétitivité, évidemment, crée des conditions d'émergence des petites et moyennes entreprises. Et donc, il n'y a que l'impôt, la TVA, qui peut être présenté comme l'alternative aujourd'hui. Alors, c'est ainsi que c'est dans cette vision-là que depuis 2002, que le chef de l'État donnera des instructions au gouvernement pour que la TVA soit instaurée.
Monsieur Manguenda, revenons un peu à l'explication. On parle de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Mais comment s'effectue la récolte des recettes? Comment l'assiette fiscale va s'étendre? Quelles sont les étapes des récoltes de la TVA? Parce qu'on dit que c'est le consommateur final qui va supporter la TVA. Oui, je crois qu'il y a une idée, bon, je ne peux pas encore terminer avec mon idée. Je vous en prie. Il y a eu, avant l'avènement de la TVA, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a commencé par assainir le climat des affaires, créer les conditions donc, de la productivité des entreprises. Il y a eu la réduction de toutes les taxes, qui était asphyxiante pour les entreprises. Il y a eu la révision de la législation dans le domaine du secteur minier et forestier, dont la législation était peu incitative aux investissements. Et il y a également l'adhésion à l'OHADA, donc l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, et qui est une organisation créée à l'île Maurice en 1993. Cela ne pourra pas peser sur le pays. Oui, alors... L'entrée dans ces institutions... alors, maintenant, oui. Maintenant, dans ce cheminement-là, le climat des affaires, les efforts sont là, le climat des affaires est en train d'être assaini, en plein assainissement. Maintenant, il fallait que la TVA atterrisse. La TVA, donc, atterrit à un moment qu'il fallait, donc opportun, pour soutenir maintenant les efforts dans le cadre de la mobilisation des revenus domestiques. Parce que les autres impôts ne peuvent pas. C'est la raison pour laquelle il y a eu la planche à billets qui avait tourné. Oui. Alors, donc, la TVA devient l'alternative, vient révolutionner donc l'éthique dans tous les domaines. Le domaine économique, le domaine social, le domaine même législatif. Nous parlons, vous êtes un technicien, administratif, c'est bien, vous expliquez les choses en tant qu'intellectuel, mais nous sommes suivis par de nombreux téléspectateurs qui doivent comprendre l'importance de la TVA. L'importateur qui arrive avec ses marchandises à Kinshasa paye la TVA quand? Et quand est-ce que la population qui va acheter va payer sa TVA? Mais, suivant la loi, la TVA intervient en ce qui concerne les importations à partir du moment où la marchandise traverse la frontière. Donc, le service de douane est chargé donc, de percevoir la TVA. Maintenant, l'entreprise importatrice, à la vente, il va calculer la TVA qui va être supportée par le consommateur. Donc, c'est le consommateur final qui supporte l'impôt. C'est ça la différence avec l'ICEA. Alors, du fait que le consommateur supporte, l'entreprise opère dans des conditions sans charge fiscale. Et c'est ça qui fait la compétitivité de l'entreprise. Et l'entreprise, maintenant, évolue dans des conditions d'innovation, parce qu'il doit avoir une esprit de créativité.